Si je vous donne le mot totem, qu'est-ce qu'un totem ? Est-ce que vous avez une idée claire de ce que cela représente ? De nos jours, dans notre société, j'ai l'impression que l'on utilise ce terme de manière très large, avec des objets en bois, des porte-bonheur par exemple. On va peut-être aussi parler d'animal totem. Avec les images que l'on peut voir dans les jeux à la télévision ou dans les dessins animés, on va aussi souvent associer la notion de totem aux peuples autochtones ou aborigènes et entretenir dans nos esprits des clichés et un folklore associés à certains endroits du monde. Ce que l'on vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir à l'origine des totems. D'où provient ce mot et à quoi ressemblent des vrais totems ? Et qu'est-ce qu'ils représentent pour les peuples autochtones d'Amérique du Nord ? Pour cela, on vous emmène avec nous sur la route des totems en Colombie-Britannique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, nous, c'est Camille, Alison et Maki, et on est arrivé pour un PVT au Canada en août 2023. Très vite, on a découvert une partie importante de l'histoire et de la culture canadienne en lien avec les Premières Nations, donc des peuples autochtones d'Amérique du Nord. On a tellement appris qu'on a eu envie de faire des vidéos YouTube sur cette histoire qui ne nous parvient pas forcément jusqu'en France. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne connaissent sûrement pas le terme de Premières Nations et utilisent encore le terme d'Indien ou d'Amérindien, des mots qui n'auraient jamais dû exister et qui appartiennent strictement au passé. On a profité de notre road trip l'été dernier pour découvrir un aspect de la culture des Premières Nations avec les powwows et les danses traditionnelles. Et cet été, on profite d'être sur la côte ouest pour découvrir les totems. Alors, on a déjà croisé quelques représentations sous forme de totems, et en tant qu'étrangers ayant grandi avec des clichés, on a pensé que toutes les Premières Nations font et ont des totems. Même au Canada, bien des gens croient que les totems font partie intégrante des cultures autochtones à l'échelle du pays. Mais on a tout de suite compris en préparant ce voyage et en regardant des images que sur la côte ouest, ils doivent maîtriser l'art du totem. Et effectivement, 6 Premières Nations de la côte ouest ont été les premières à pratiquer cet art qui s'est ensuite étendu le long de la côte ouest. Il s'agit des Aidas, des Niuwak, des Kwakwaka'wakw, des Tlingit, des Tsimshian et des Salish. Les totems, aussi appelés mâts totémiques ou poteaux monumentales, constituent un moyen traditionnel de raconter l'histoire d'une nation, d'une famille ou d'un individu. Totem poles are our library. Totem poles are storytelling. This is how we tell stories of our history and the events. D'ailleurs, le mot totem est emprunté à l'Ojibwa, une langue algonquienne originaire de la région des Grands Lacs, et est issu d'un redécoupage du mot Ototeman, qui signifie son clan, construit autour de la racine Oté. Les totems peuvent aussi afficher les droits des nations sur certains territoires, leurs chants, leurs danses et d'autres aspects de leur culture. Ils peuvent également être utilisés comme monuments commémoratifs ou pour raconter des histoires. Il existe donc différents types de totems, chacun ayant son objectif et sa fonction. Il est facile de savoir d'où provient un totem selon la façon dont il est sculpté. Les différentes Premières Nations, citées précédemment, ont chacune leur méthode de conception et de sculpture de totem. Les Aidas, par exemple, sont connus pour sculpter des créatures avec des yeux audacieux, tandis que les totems Kwakwaka'wakw ont généralement des yeux étroits. Les Salish de la côte ont tendance à sculpter des représentations de personnes, alors que les Tsimshian et Niuwak
ont tendance à sculpter des êtres surnaturels sur leur totem. Mais ici, il est dit par exemple que ce monsieur, il était reliable à aucun style en fait. Personne n'utilise son style unique, il n'est pas considéré donc comme un Salish de la côte, ni deux autres Premières Nations que je ne peux pas prononcer, que je n'arrive pas à prononcer. C'est vraiment son propre style à lui. Dans la vidéo, je présente des styles des Premières Nations et donc des styles peut-être bien définis, mais il y a des personnes aussi qui ont un père qui est d'une certaine Première Nation et une mère d'une autre Première Nation, du coup qui peuvent avoir des styles différents, mélangés, je ne sais pas si c'est possible, et encore des personnes qui peuvent, juste de par leur côté artistique et créatif aussi personnel, avoir leur propre identité et leur propre style. Les animaux sculptés sur les totems représentent des créatures issues des emblèmes de la famille. Ces emblèmes sont considérés comme la propriété de lignées familiales spécifiques et reflètent l'histoire de cette lignée. Les animaux couramment représentés sur les emblèmes comprennent le castor, l'ours, le loup, le requin, l'épaulard, le corbeau, l'aigle, la grenouille et l'oiseau tonnerre. Les animaux de l'emblème représentent la parenté, l'appartenance à un groupe et l'identité, tandis que le reste du poteau peut représenter l'histoire d'une famille. Certains totems comportent aussi des êtres surnaturels ou des êtres humains, chacun étant important et significatif pour la nation ou l'individu qui l'a commandé et pour la personne qui l'a sculpté. So the one over on the top is raven, Yeah. and the smaller humans Yeah. are like this also. Okay, I think it's always really weird how humans are represented. Grizzly bear. Grizzly. Ah yeah, grizzly bear. Remember, we were known as shapeshifters. Yeah, That's why the features are so close. so close. We cannot sometimes differentiate human from animals. Yeah. Yeah, but the one on the top is A human. a human. Yeah. But why has he? It's related to that pole in a sense that He transformed. transformed. Yeah. He's transforming. Un animal ou un être mythique ne devient pas l'emblème d'un individu ou d'une famille par ressemblance ou caractéristiques physiques. C'est une connexion qui est d'ordre spirituel. Les totems sont sculptés dans du cèdre rouge de l'Ouest. Le nom de ce cèdre est en réalité le thuya géant. Mais comme partout au Canada, les thuyas sont communément appelés cèdres à cause des colons qui les avaient confondus avec des cèdres du vieux continent. Et cette dénomination a traversé les époques. Les thuyas ont la particularité de bien résister à la moisissure, aux champignons et repoussent les insectes. Ceux-là, combinés à leur taille, en font de bons candidats pour réaliser des totems. La taille des totems varie, mais les mâts de façade peuvent mesurer plus d'1 mètre de largeur à la base, atteignant des hauteurs de plus de 20 mètres et faisant généralement face aux rives des rivières ou de l'océan. Ils sont généralement peints en noir, en rouge, en bleu vert et parfois en blanc et en jaune, alors que, par le passé, la peinture n'est pas beaucoup utilisée dans le cadre de la conception, elle est couramment utilisée aujourd'hui. Comme tout autre aspect de la culture autochtone, la colonisation menace aussi l'existence même des totems. À partir du 19e siècle, le gouvernement fédéral cherche à absorber les Premières Nations en interdisant leurs pratiques culturelles dans la loi sur les Indiens. On vous met notre vidéo sur le sujet pour celles et ceux qui veulent en apprendre plus. Sorry, I have a question. Sure. Do you know what happened with the totem? Oh, they just made it, and it's being shipped in and brought to its where they're gonna leave it, where it's gonna be. But it's a ceremony they do to bring it there. Ouais, on va faire ça. Thanks. Sure. Thanks. La loi sur les Indiens de 1876 interdit également le potlatch, qui est la cérémonie au cours de laquelle les totems sont souvent érigés. Jusqu'à la levée de l'interdiction du potlatch en 1951, les totems sont déplacés et appropriés par les Européens, saisis de leur domicile et amenés dans des musées et des parcs du monde entier. Les missionnaires chrétiens encouragent également la coupe des totems qu'ils considèrent comme des obstacles à la conversion des peuples autochtones. Après les modifications apportées à la loi sur les Indiens, les années 1950 voient un début d'accroissement de demandes des autochtones pour récupérer les totems. À la fin des années 1960, les totems sont de nouveau édifiés lors des potlatchs. Et lui a connu
le fait de trouver en fait des morceaux de totems, comme les totems étaient brisés par les Européens, les religieux, étaient brûlés, étaient détruits. Et ben les Premières Nations ont, pour certains totems, voulu les sauver, et pour cela ils les ont coupés en différents morceaux et ils les cachaient sous les maisons. Et lui, il se souvenait de retrouver des totems, des morceaux de totems sous certaines maisons, et d'être surpris en fait de ne pas savoir que certains totems étaient cachés à certains endroits. Lui a vécu le retour des totems, et il disait à quel point il voyait le bonheur, la fierté sur les visages des anciens qui voyaient le retour des totems. Nouveau le fait de pouvoir, déjà des totems qu'ils ont récupérés les Européens, mais aussi des nouveaux totems qu'ils ont pu dresser. Les totems sont des expressions importantes de cultures autochtones spécifiques le long de la côte nord-ouest. Malgré les menaces posées par l'empiètement culturel, politique et territorial, l'art de la sculpture du totem a survécu. Bien que le totem ait été utilisé à tort comme symbole générique de l'identité canadienne au fil des ans, il est important de comprendre que ces monuments sacrés sont propres à certaines Premières Nations et ont donc une signification profonde pour ces peuples et leurs ancêtres.